Donc effectivement, donc je commence direct dans le dur du sujet. Effectivement, ça va être une 2 heures à mon avis qui risque d'être intense, mais il en faut bien de temps en temps. Donc là, ce que j'ai prévu, c'est 45 minutes d'introduction théorique pour comprendre les bases des méta-analyses, à mon avis, qui sont très importantes pour être suffisamment à l'aise ensuite pour pas faire trop de bêtises. Et ensuite, on a effectivement 1 heure de TD où, en fonction de vos besoins, de vos désirs ou autres, on pourra ajuster justement quelques présentations justement sur les parties cartographie, présentation de cartes, de heatmap, etc. ou sur la partie méta-analyse. On verra ça tout à l'heure. Donc, je commence directement ma présentation. Donc, ici, pendant ces 45 minutes, on va voir comment faire une méta-analyse. Donc, je commence par quelques rappels que maintenant vous devez connaître, mais c'est toujours important de reposer les bases. Donc, à quoi sert une méta-analyse? Donc, une méta-analyse, à mon avis, il y a quelques avantages qui sont très importants, et parmi ceux-là, c'est les suivants. Donc, ça permet d'augmenter la puissance statistique d'une analyse. On rappelle que chaque étude individuelle, finalement, est relativement peu puissante statistiquement. Donc, la puissance statistique, c'est la capacité à démontrer un effet s'il existe. Et comme dans une expérimentation individuelle, on a peu de données, et bien on a peu de puissance, donc on a peu de capacité de démontrer l'effet s'il existe. Il y a toujours une variabilité individuelle qui est importante. Voilà. Donc les méta-analyses, en regroupant plusieurs essais individuels, permettent d'augmenter la puissance statistique. Et donc le corollaire, la conséquence directe de ça, c'est que ça permet d'estimer un effet global moyen avec une plus grande précision. Donc on va être beaucoup plus précis à estimer l'effet moyen d'une pratique, d'une intervention d'intérêt. Et ensuite, le dernier point, à mon avis, qui est important, c'est que les méta-analyses permettent d'étudier les sources d'hétérogénéité. En combinant plusieurs expérimentations individuelles, il reste une façon intéressante, en combinant les expérimentations individuelles, on peut justement regarder quels sont les facteurs qui font varier l'effet moyen global. C'est comme ça, on a plus de bibliographies, on a plus de conditions expérimentales, ça nous permet d'avoir plus de recul et de prendre une meilleure prise en compte de l'hétérogénéité des effets. Et donc, pour cela, effectivement, les méta-analyses, c'est qu'on va combiner plusieurs résultats d'expérimentation indépendantes. Et donc ici, globalement, il y a deux grandes façons de faire des méta-analyses, deux grandes méthodes. Donc, soit on combine des paramètres statistiques, et quand j'appelle paramètres statistiques, ce sont des paramètres de type moyenne, écart type, dans des calculs statistiques présentés dans les expérimentations individuelles, enfin, dans les papiers individuels. Ou alors on peut aussi, mais c'est beaucoup plus rare parce que c'est beaucoup plus compliqué à faire, on peut aussi récupérer les données brutes de chacune des primary studies et combiner ces données brutes et faire une méta-analyse, non pas sur les moyennes des articles individuels, mais sur les données de base de chacun des articles. Donc la deuxième solution est plus intéressante parce que beaucoup plus précise, mais beaucoup plus compliquée à faire. Donc souvent, dans la majorité des cas, on fait des méta-analyses sur des paramètres statistiques. Il commence à pleuvoir ici, donc si, comme je suis dans un bâtiment en tôle, ça fait trop de bruit, vous me dites. Pour faire le méta-analyse, je propose ici le cours et donc les 6 principales étapes pour faire le méta-analyse. Donc, la première étape, ça va être de calculer les effect size. On va précisément voir ce que c'est qu'un effect size. C'est un vocabulaire qui est très important en méta-analyse. Donc, calculer les effect size pour chaque étude. Ensuite, la deuxième étape, c'est de combiner les effect size entre eux pour calculer l'effet moyen. La troisième étape, ça va être d'interpréter et de représenter les résultats pour que ça soit facilement accessible et compréhensible par le plus grand nombre. Et ensuite, les étapes 4 et 5, ça va être des analyses de biais, donc soit le biais de publication, on verra en détail ce que c'est tout à l'heure, ou soit justement des biais géographiques et d'autres types de biais pour pouvoir avoir une interprétation relativement correcte des résultats pour éviter de surinterpréter les résultats. Donc, je commence par calculer un effect size pour chaque étude. Donc, premier point, qu'est-ce qu'un effect size? Donc, un effect size, c'est une métrique qui permet de quantifier la direction et la magnitude, comme on dit en français, la taille d'effet, donc oui, donc la direction et la magnitude d'un effet. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, soit il est directement récupéré des publications primaires. Donc, soit mettons si c'est la moyenne qui est présentée dans les primary studies, donc dans les publications primaires, on a juste à la récupérer, ou soit on la calcule à partir d'informations présentées dans les publications. Quelque chose d'important, il faut que cet effect size soit commun à travers l'ensemble des études primaires pour qu'on puisse justement les combiner entre elles et calculer une moyenne. Donc ensuite, un peu de notion un peu plus théorique qui est valable aussi bien pour les primary studies que pour les méta-analyses. En fait, un
un effect size est couramment noté avec la lettre grecque θ. Et ici, il faut distinguer le véritable effect size, donc θk, donc le true effect size, et l'observation de cet effect size. Parce que, par exemple, en tant que chercheur, en tant qu'expérimentateur, on a difficilement accès aux véritables valeurs d'un effect size. Par exemple, si on fait une expérimentation, on va pouvoir justement faire une expérimentation avec 5, 6, 7 répétitions qui va donner des réalisations, justement des exemples de réalisation de cet effect size. Mais on a difficilement accès au véritable effect size. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait une expérimentation, on estime θk chapeau, donc c'est l'estimation de cet effect size. Et donc le lien entre θk et θk chapeau, c'est l'erreur expérimentale, comme je viens de le dire. Donc si on met ça en équation, je ne sais pas si vous voyez le soit ici, ça veut dire que le véritable effect size, donc le véritable effet, quel que soit l'effet, est égal à notre estimation plus une erreur de mesure. Donc ici, je vais rendre ça un peu plus concret ici. Donc mettons qu'on a ici une quantité d'intérêt dont la moyenne est égale à 10 et l'écart type est égal à 2. Ça peut être, mettons, je sais pas, la différence de rendement entre agriculture bio et conventionnelle est égale à 10 kg par hectare, qui est des chiffres totalement pifs. Donc voilà, donc ça, on sait que c'est la vérité. C'est là, si on prenait pour Dieu, on sait que cette véritable différence est égale à 10 avec un écart type de 2. Donc ça, c'est quelque chose qui est le monde parfait. C'est le monde, nous, en tant qu'expérimentateurs, qu'on n'a pas accès. Nous, on va avoir accès, en tant qu'expérimentateur, à des expérimentations. On va mettre en place des expérimentations pour connaître cette valeur d'intérêt. Et ici, par exemple, on va pouvoir, si je prends sur le côté gauche, ici, de la partie droite, donc où il y a ma souris, si vous la voyez, si on réalise 20 expérimentations, 20 mesures pour calculer, par exemple, la différence de rendement entre agriculture bio et conventionnelle, on va, par exemple, pouvoir obtenir cette distribution de valeurs qui est ici, par exemple, on observe que la différence de rendement entre bio et conventionnel, des fois est de 8, des fois est de 10, des fois est de 12, des fois est de 14. Voilà. Et ça, on va en faire la moyenne. Donc, la moyenne va être l'estimateur, donc l'estimation la plus précise de la quantité d'intérêt qu'on veut avoir. Donc ici, par exemple, dans notre cas, on trouve que la moyenne est égale à 10,67. Donc ça, c'est notre estimation de la différence entre rendement bio et conventionnel. On fait exactement la même chose pour l'écart type. Donc ici, on trouve 0,43. Donc on voit que ces valeurs sont pas très éloignées de la vérité. La vérité, c'est 10 et 2. On voit que c'est pas très éloigné, mais quand même, c'est pas tout à fait ça. Donc ici, un moyen d'améliorer notre estimation, notre précision de l'effet, c'est de faire plus d'expérimentations au champ. Et donc ici, si on passe de 20 expérimentations au champ à 100 expérimentations au champ, pardon, on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de données et on s'aperçoit qu'on commence à avoir une courbe en cloche qui commence à apparaître. Et donc ici, on fait encore une fois, on peut faire la moyenne et l'écart type. Et donc ici, on s'aperçoit, mettons, que la moyenne est beaucoup plus proche de la vérité que si on avait 20 expérimentations. Donc ici, ça illustre le fait qu'on augmente la puissance statistique et la précision plus on a d'expérimentations. Donc ça, c'est intéressant. C'est la même logique pour la méta-analyse. Une méta-analyse, finalement, va permettre d'agréger plein de données expérimentales pour avoir une meilleure précision de l'effet estimé. Mais malgré tout, on aura toujours une erreur, donc une erreur liée à l'expérimentation, ici epsilon k, et ici, dans le cas où on a beaucoup d'expérimentation, elle est beaucoup plus petite, elle est de 0,063, mais il reste quand même une erreur. Donc voilà, pour quelques notions de base. Voilà, et donc en fait, ce qu'on veut nous, quand on fait une méta-analyse, c'est avoir, définir cette métrique, donc la métrique que j'ai dit ici, et justement la récupérer à travers plein d'expérimentations, plein de primary studies. Voilà, donc ici, les types de métriques voilà, peuvent être très diverses. Par exemple, on peut s'intéresser à plusieurs choses différentes. Et plusieurs choses différentes peuvent être synthétisées dans la méta-analyse. Par exemple, on peut s'intéresser à ce que j'appelle en anglais un single group effect. On peut s'intéresser à la moyenne de quelque chose, à un SD, à un coefficient de variation ou une proportion. Mettons la proportion on verra ça plus tard, parce que c'est une anémocopie qui peut être bon. On peut s'intéresser aussi à mettons, des corrélations. Donc ici, par exemple, la corrélation entre les paysages diversifiés et la biodiversité. Voilà, si des différentes expérimentations unitaires présentent cet effect size, cette métrique d'intérêt, eh bien, on peut le récupérer pour chacune des expérimentations individuelles, on les combine entre elles, et finalement, après, on peut faire une méta-analyse. Donc, les corrélations peuvent être un effect size d'intérêt pour nous. On peut aussi avoir, à une analyse le plus courant, des effets de size de type comparatif.
où on a une différence entre un contrôle et un traitement. C'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, par exemple, entre le bio et le conventionnel. Donc la question peut être quelle est la différence de rendement entre l'agriculture bio et conventionnelle. On a bien deux groupes. Le groupe de référence qui est l'agriculture conventionnelle et le groupe traitement qui est l'agriculture bio. Et finalement, là, on peut s'intéresser au rendement de ces deux systèmes et on fait la différence. On peut faire soit une différence brute, donc qui sera exprimée en kilogrammes par hectare, en tonnes par hectare, soit une différence standardisée, donc c'est-à-dire qu'on va calculer à la fois la différence et diviser par l'écart type. Donc ça, ce sont des questions statistiques qui permettent d'améliorer la précision ou l'intérêt d'éviter les erreurs justement liées à l'interprétation. On peut également aussi calculer des ratios. Donc ici, ça serait non pas la différence entre bio et conventionnel, mais le ratio. Donc on pourrait dire, mettons que l'agriculture biologique, le ratio de rendement d'agriculture biologique est égal à 0,8. Donc 0,8, ça veut dire que l'agriculture biologique a 20% de rendement en moins. C'est encore une façon d'exprimer. On peut aussi calculer le risque ratio. Donc on voit ici, on a plein de solutions, enfin plein de métriques qui peuvent être utilisées pour faire méta-analyse. Et donc ici, les métriques sont à choisir, à décider en fonction de notre question et de l'intérêt qu'on peut apporter et ce qui a été produit dans la littérature scientifique. J'étais un peu trop vite, pardon. Et donc ici, ce qui va être intéressant, donc en fait, à mon avis, il faut avoir une vision, une idée très claire de la métrique à laquelle on veut méta-analyser, si je peux me permettre, parce qu'en fait, on va avoir besoin d'extraire un certain nombre d'informations, et les informations qu'on a besoin d'extraire dans les primary studies vont dépendre de la métrique choisie. Les informations ne seront pas les mêmes si c'est un ratio, si c'est une corrélation, si c'est une proportion, etc. Donc ça, il faut être, à mon avis, très clair dès le début du travail de méta-analyse sur qu'est-ce que la métrique qu'on va utiliser et qu'est-ce qu'on a besoin d'extraire. Et donc, pour illustrer ça, je vais prendre un exemple qui est assez courant en méta-analyse, voilà, qui est l'exemple de Curtis et Wang en 1998, eux qui ont utilisé la métrique du ratio. Donc voilà, donc c'est ce papier, issu de ce papier, donc c'était une méta-analyse qui présentait l'effet de l'augmentation de CO2 atmosphérique sur les plantes ligneuses, et donc ils ont étudié différents outcomes, donc différentes variables d'intérêt, qui peuvent être la biomasse de la plante, qui peuvent être aussi la forme de la plante, je ne sais plus exactement ce que ça représente, qui peuvent être aussi la physiologie de la plante. Et donc ici, j'ai représenté un graphique extrait de leur publication. On voit justement, maintenant vous commencez à connaître, je pense, il y a un forest plot, où on voit justement les différentes études individuelles qu'ils ont récupérées. Donc ici, il y en a 40, 50, je ne sais plus exactement. Et la métrique qu'ils ont choisie, donc ici, c'était le pourcentage de changement. Un ratio et un pourcentage de changement, c'est la même chose. On peut convertir, comme j'ai dit, un ratio de 1,20, ça correspond à un pourcentage de changement de 20%. Voilà, entre pourcentage de changement et ratio, on peut facilement convertir l'un de l'autre. Voilà. Et donc ça, on va utiliser cet exemple-là. Et donc, eux, comme j'ai dit, ils ont utilisé le ratio. Donc, ratio, on va représenter pour bien mettre à plat les choses. Donc, c'est un ratio entre x, y. Donc, avec x1 sur x2, donc x1 bar sur x2 bar. Donc, la moyenne du groupe 1, x1 bar, et la moyenne du groupe 2, x2 bar. Donc ici, qui représente le contrôle et le traitement. Donc dans leur cas ici, je rappelle, donc c'est l'effet de l'élévation de CO2. Donc il va y avoir un groupe contrôle qui va être l'élévation de CO2, enfin pas d'élévation de CO2, donc la concentration CO2 atmosphérique actuelle. Et le traitement, ça va être une augmentation de la concentration en CO2. Donc finalement, ici, le X1 bar et le X2 bar vont représenter ça la moyenne justement de la production de biomasse dans le groupe où il n'y a pas d'augmentation de CO2 et dans le groupe où il y a une augmentation de CO2. Quelque chose qui est un peu peut-être barbare, mais qui va être intéressant pour nous dans la méta-analyse, c'est de bien faire attention à calculer justement l'incertitude, donc l'écart type ou la variation, l'écart type ou variance de cette métrique. Donc ici, c'est la formule qui va être utilisée pour calculer cet indicateur de dispersion et qui sera très important pour nous pour pondérer les études. Donc voilà, donc en fait, ça, c'est les deux notions, les deux indicateurs qu'on va calculer si on veut faire un ratio. On va calculer justement, à proprement parler, le ratio et l'écart type du ratio. Et donc, on voit ici justement qu'on a un certain nombre de variables qui entrent en compte. Donc, il y a déjà x1 que j'ai déjà présenté tout à l'heure, x2, mais également pour calculer l'écart type, on a besoin de n et on a besoin de l'écart type poulet, donc qui va correspondre à l'écart type du groupe 1 et l'écart type du groupe 2. Donc, si je résume, si on utilise un ratio, on a besoin d'extraire
c'est 6 informations de chaque papier unitaire. Donc, la moyenne du groupe 1, la moyenne du groupe 2, le nombre de données du groupe 1, le nombre de données du groupe 2 et l'écart type associé au groupe 1, l'écart type associé au groupe 2. Voilà, donc si on choisit le ratio, on a besoin d'extraire 6 informations de chaque primary student. Donc maintenant, passons à un exemple concret. Donc ça, c'est la base de données qui a été produite par la base de données de Curtis et Al, qui est accessible. Donc en fait, petite parenthèse, en fait, tout le travail que vous avez vu à travers cette semaine permet d'aboutir à ce type de base de données. Donc ce type de base de données, c'est vraiment, ça va être l'aboutissement du travail de toute la définition de la question de recherche, l'identification des bases de données, le lancement de l'équation de recherche, le filtre des papiers, la recherche des PDF, l'extraction d'informations va permettre d'aboutir à cette base de données. Donc sur cette base de données, on voit ici qu'on a un certain nombre d'informations. Donc ici, on a l'identification du papier. Donc ici, Curtis et Al, ils ont codé, donc en fait, je sais pas qui est exactement ça. Ils ont, dans l'extrait de la base de données que j'ai, donc il y a 2 papiers qui sont présentés. Ici, il va y avoir l'espèce qui va être utilisée qui ont été utilisées dans l'expérimentation, le gène de l'espèce et l'espèce. Il va y avoir la concentration atmosphérique actuelle, donc du groupe contrôle, la concentration atmosphérique du groupe de traitement, les unités utilisées, la durée d'expérimentation, la taille des pots qui est utilisée, enfin bref, un certain nombre de caractéristiques de chacune des expérimentations. Et ce qui nous intéressait à la fin, ça va être les 4, 5, 6 colonnes à la fin, qui va représenter justement la moyenne ici de la production en biomasse du groupe contrôle, avec le SD du groupe contrôle et le nombre de données du groupe contrôle, et la même chose pour le groupe traitement. Donc ici, ça va être ici justement de la production de biomasse, justement dans une atmosphère sans augmentation de CO2, et ici avec une atmosphère avec augmentation de CO2. Voilà, donc typiquement, eux, ils ont fait ce type de base de données, et c'est ça qui va vraiment être la base de tous les calculs de la méta-analyse. Donc voilà, donc effectivement, eux, ils ont bien extrait justement ces 6 informations de chacun des papiers, donc le papier 44, le papier 121 et tous les papiers que j'ai pas listés. Donc voilà. Voilà, donc en fait, on a ici extrait toutes les informations. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on est très content, il faut calculer les ratios. Donc pour calculer les ratios, le calcul des ratios se fait à partir des formules que j'ai présentées ici, calcul des ratios et de l'écart type associé au ratio. Donc on a 2 façons de le faire, soit on le fait à la main, c'est-à-dire qu'on utilise les formules que j'ai listées ou qui sont disponibles dans les livres de Borenstein. Livre de Borenstein que je vous ai listé en dernière diapo de ma présentation introductive. Ou alors, solution beaucoup plus simple, on utilise le package métaphore que je vous ai listé aussi, que j'ai demandé de télécharger, et la fonction scalc. Donc la fonction scalc est une fonction super précieuse, super utile pour nous, qui permet de calculer justement plein de métries différentes. Ici, j'ai choisi dans la fonction scalc de calculer le ratio of mean, donc c'est ROM dans la fonction scalc. On met en input de la fonction les différentes colonnes du fichier qu'on vient d'extraire. Donc ici, on met les moyennes des groupes. Donc la moyenne du groupe, c'était le N1 et N2. D'ailleurs, ici, c'est N et... oui, je vais tromper, pardon. Ici, c'est pas la moyenne des groupes, c'est le nombre de données. Pardon, N, c'est le nombre de données. Et la moyenne des groupes, c'est le M. Donc j'ai inversé les deux premières lignes. Donc on met en input le nombre de données, les moyennes des groupes et le S des groupes. Et comme par miracle, qui est par miracle, la fonction va nous sortir justement ce type de tableau qui présente justement le ratio of mean, donc le ratio moyen estimé, et ici la variance du ratio. Donc voilà, donc avec cette fonction, on a la possibilité justement d'avoir notre métrique, notre effect size pour l'ensemble des études qu'on a identifiées dans notre recherche de littérature. Donc fonction très utile. Petit commentaire ici, quand on utilise un ratio, il est souvent recommandé de faire du log ratio. Donc on fait une transformation logarithmique, et donc ça permet de se rapprocher d'une distribution normale, parce que le ratio n'est pas une quantité statistique qui est forcément très intéressante à manipuler pour nous, parce qu'en fait le ratio est borné, donc le ratio est borné entre 0 plus l'infini, ce qui peut poser des problèmes de normalité. Donc, pour résoudre ces problèmes de normalité, on passe à un log, voilà, et ce qui mathématiquement est très intéressant pour nous. Donc voilà, donc en fait, et petite remarque, le log ratio se fait directement dans la fonction. Donc on n'a pas besoin de s'en occuper. Les résultats qui sont ici affichés, qui sont ici affichés, c'est directement du log ratio. Mais par contre, il faut faire attention, il faut bien savoir ça pour interpréter les résultats correctement.
Petite remarque aussi, donc je vais passer un peu rapidement, mais on verra ça si besoin quand vous serez plus avancé dans les calculs. On a parfois besoin de faire des corrections nécessaires pour les ratios, pour les petits effectifs ou autres, parce qu'en fait, à chaque fois, les indicateurs statistiques qu'on utilise, type ratio, des fois sont sensibles quand il y a des valeurs, mettons, très proches de 0, donc ça peut être 0,1, etc. Ça va pas être des comportements statistiques optimaux, donc on a besoin de faire des fois des petites corrections. Donc ça, c'est un peu technique. Voilà, quand vous serez rendu là, il faut, à mon avis, des fois prendre un peu de recul, regarder ce qui existe. Voilà, juste faire attention à ne pas utiliser trop rapidement aussi ces fonctions. Des fois, il faut prendre un peu de recul sur les métriques utilisées. Donc voilà, ça c'est un exemple qui est utilisé pour le ratio que j'ai développé. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'autres métriques qui sont utilisées. Donc j'ai listé dans mes diapos justement les caractéristiques, enfin, les différentes métriques possibles, les données qu'on a besoin d'extraire des primary studies. Je ne vais pas les développer aujourd'hui, je vais simplement les passer rapidement. Donc, comme j'ai dit, on a les single group effects, on peut extraire la moyenne, le SD ou le CV, enfin, ça peut être des métriques intéressantes. Tac, ça c'est une erreur, tac, faudrait que je rechange. On peut faire également les proportions, j'ai mis à chaque fois des exemples de publications qui utilisent ce type de données. Et ensuite, justement, ici, dans les diapositives, les formules mathématiques qui sont associées à chacune des métriques et les données qu'on a besoin d'extraire dans les primary studies, dans chacune des formulations individuelles. Donc, suivant votre cas d'étude, suivant votre question de recherche, référez-vous justement à la diapo qui correspond et pour bien identifier justement les données qu'il y a besoin d'extraire dans chacune des primary studies. Donc voilà, donc ensuite, effectivement, on peut avoir des différences. On peut avoir des différences standardisées qui sont autrement appelées CoNSD. Donc voilà, donc si vous voyez dans la littérature le CoNSD, ça correspond à une différence standardisée. Une différence standardisée, c'est relativement simple, c'est une différence sur laquelle on a divisé par l'écart type pour avoir quelque chose de normalisé. Voilà, donc ça, on en reviendra aussi au cas par cas si vous avez besoin. Le ratio, je viens de le présenter. Il peut y avoir aussi des risques ratios. Donc, les risques ratios, c'est quand on a des tableaux de contingence dans les primary studies. Donc, mettons, dans le cas où on a la présence d'un événement ou d'un non-événement en fonction d'un groupe de traitement, d'un groupe de contrôle. Voilà. On a aussi des corrélations, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, en fait, il y a plein d'effet size possibles. Donc, en fait, c'est cool. En fait, je vais prendre des côtés positifs. En fait, c'est-à-dire que peu importe votre question de recherche, il y a souvent moyen de trouver un effect size commun et une façon de les synthétiser entre eux. Voilà, donc en fait, généralement, il n'y a pas de problème pour y trouver la métrique, l'effect size qu'on a, qui est d'intérêt pour nous. Voilà, donc deuxième partie, maintenant qu'on a identifié tous les papiers, qu'on a extrait les bonnes informations, qu'on a calculé l'effect size, dans notre cas, je rappelle qu'on se base sur un exemple du ratio, on a calculé le ratio moyen et l'écart type associé ou la variance, on peut dire que c'est la même chose à un calcul près de ce ratio, on va chercher maintenant à les combiner entre elles, parce que pour l'instant, ce qu'on a fait, simplement, on a calculé le ratio pour chacune des études primaires, mais on n'a pas calculé la moyenne globale la moyenne globale de cela. Donc ici, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant, donc combiner les effect size entre eux pour avoir un effect size global. Donc ici, il y a deux étapes importantes à prendre en compte. Donc un, c'est choisir le type de modèle. Donc je rappelle qu'un modèle est une représentation théorique de la réalité. Donc en fait, on peut avoir plusieurs représentations théoriques possibles. On va détailler ça tout à l'heure bien comme il le faut. Et ensuite, la deuxième étape, c'est une fois qu'on a choisi la représentation théorique de nos modèles, on va estimer justement les paramètres de ce modèle. Et donc ici, ça se fait par des algorithmes que je développerai très peu aujourd'hui, qui sont par exemple des algorithmes de minimisation de l'erreur quadratique, qui nous permettent justement de calculer les quantités d'intérêt pour nous. Donc ça, à mon avis, la deuxième étape, c'est quelque chose d'un peu plus mathématique, statistique, qui se fait automatiquement. Par contre, la première étape, ça va être vraiment à nous, en tant qu'utilisateur, en tant que chercheur, à bien choisir, à bien faire attention, à choisir le type de modèle qu'on veut. Donc c'est pour ça que je vais essayer de présenter ça de façon un peu plus détaillée maintenant. Donc voilà, donc plusieurs représentations théoriques sont possibles, et on va commencer par la plus simple. La plus simple, c'est un modèle à effet fixe. Donc ici, donc là, il va falloir s'accrocher, on va commencer à être un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'ensemble des effect size de chacune des primary studies, donc chacune des expérimentations, partage le même véritable effect size. Donc, si je reprends mon exemple pour illustrer tout à l'heure entre l'agriculture bio et l'agriculture conventionnelle, mettons ici, je dis
dans ce modèle-là, je dis que peu importe la culture, si je fais une méta-analyse globale à l'agriculture bio et à l'agriculture conventionnelle, je dis que peu importe la culture, peu importe le pays, la différence de rendement est la même pour tout le monde, la véritable différence de rendement est la même pour tout le monde. Qu'on soit sur du colza, sur du blé, etc., la différence de rendement, mettons, est de 10. Voilà. C'est ça mon modèle théorique. Et donc ici, je l'illustre de cette façon-là, avec les points rouges qui correspondent à l'observation. Donc ici, mettons l'effect size mesuré, enfin récupéré ou calculé pour l'étude 1. Le point rouge, c'est la même chose pour l'étude 2, avec l'étude 3, l'étude 4, l'étude 5. Donc ici, mettons que je fais une méta-analyse avec 5 études primaires, 5 primaires studies, et j'ai 5 données. Et comme j'ai dit ici, on considère ici que le véritable mean effect size est de 10, comme si on était Dieu, on savait ces choses-là. Et donc le modèle théorique dit que simplement la différence entre la réalisation, donc l'observation pour l'étude 1 et le véritable effect size n'est liée qu'à une erreur expérimentale. Donc en fait ici, l'étude 1 trouve un peu plus de 10, mais c'est lié à une erreur expérimentale l'erreur expérimentale a fait qu'entre guillemets, il y a eu un plus 2, plus 3 qui est arrivé, voilà. L'étude 2, c'est la même chose, elle est de 13, 14, 15 ici, mais le véritable effect size de cette étude est 10, et donc la différence, encore une fois, est liée simplement à l'erreur expérimentale, voilà. Donc chacune des études individuelles est différente de la véritable estimation qu'on a, simplement par une erreur de mesure. Modèle relativement simple, et on considère finalement ici donc, que toutes les études participent à la même population. Que ce soit des études dans différents pays, que ce soit des études de différentes espèces, etc. Peu importe, le véritable effect size est commun entre toutes les études, et dans mon cas ici, est de 10. Modèle relativement simple. Donc ici, j'ai simplement mis l'écriture, la notation mathématique de ça. Donc ça vous rappelle théoriquement la diapo d'intro, enfin les 2-3 premières diapos là. Et donc ici, c'est comme ça que ça s'écrit. On va avoir l'estimation, donc θ k chapeau, qui est l'estimation du mean effect size pour nous, est égal à l'effect size, donc le véritable effect size, donc ici 10 si on était Dieu, plus une erreur expérimentale. Voilà, c'est comme ça que mathématiquement ça se représente. Petite parenthèse, petite digression, ici, quelque chose qui va être très important pour nous aussi et sur lequel j'insiste, ça va être qu'on va essayer de récupérer à chaque fois la précision de différentes études. Donc ici, encore une fois, on a le point rouge qui représente le mean effect size, donc mettons ici dans notre cas le mean ratio, la différence entre rendement bio et conventionnel. Et on a ici une barre, c'est une barre d'erreur, ici on peut mettre différentes choses, on peut mettre soit l'intervalle de confiance, soit l'écart type, soit, voilà, peu importe, voilà. Mais on va essayer vraiment et systématiquement de récupérer cette estimation, cette erreur qui est présentée dans différentes études. Et ça pourquoi? Parce qu'en fait, elle va nous permettre de pondérer les différentes études. Donc, chaque étude est associée à une erreur qui est plus ou moins grande. Par exemple, ici, l'étude 5, en fait, a un intervalle de confiance et une erreur qui est associée, qui est beaucoup plus petite. Donc, autrement dit, c'est une étude beaucoup plus précise. Et donc, nous, dans nos modèles de méta-analyse, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va donner plus de poids à l'étude 5 parce qu'elle apporte plus d'informations que l'étude 1. L'étude 1 est peu précise. En fait, la moyenne est là, mais elle pourrait aussi bien être ici que ici, que ici, que ici. Voilà, on a une grande certitude sur le positionnement précis de la moyenne. Donc voilà, donc ici, c'est-à-dire qu'on a moins confiance dans le résultat de l'étude 1 que l'étude 5. Donc en fait, dans notre résultat de modèle de méta-analyse, avec cette conception théorique, on va donner plus de poids à l'étude 5 qu'à l'étude 1. Et donc ça passe justement par le poids, donc les weights en anglais. Et donc ici, les poids des différentes études sont calculés de la manière suivante. Donc ça va être 1 sur la variance. Donc, c'est pour ça qu'il est super important de récupérer la variance de chacune des études. Voilà. Donc ici, j'ai mis ensuite une qui vous sera vous directement utile quand vous faites une méta-analyse, la façon de l'écrire avec R et le package métaphore. Encore une fois, vous verrez que je m'appuie beaucoup sur le package métaphore, qui est un package qui est très bien fait, qui est très bien documenté. Donc en fait, si vous voulez entrer par méta-analyse, je vous conseille d'utiliser ce package. Et au moins, vous êtes pratiquement sûr de ne pas faire de bêtises. Il y a plein d'autres façons, on peut même le recoder à la main si on veut. C'est beaucoup plus complexe, etc. Le package métaphore, très bien. Donc allez-y, j'ai les yeux fermés, pas les yeux fermés totalement, mais allez-y, faites confiance. Voilà. Donc en fait, pour faire un modèle AFFX dans Métaphore, c'est cette fonction-là, comme tu dis, la fonction RMA,
où on met YI qui va correspondre ici, de notre cas, au ratio moyen. Donc YI, je rappelle, tac, tac, je remonte un peu dans mes diapos, qui va correspondre à... Oh là, il faut remonter beaucoup dans les diapos, pardon, j'aurais pas dû faire ça. Qui va correspondre à cette colonne qu'on a calculée tout à l'heure. Oui, ça monte beaucoup trop. Voilà. Oh là, pourquoi ça bouge trop? Pourquoi ça bouge trop? Je suis perdu. Voilà, YI, enfin j'y arrive, YI qui va correspondre à cette colonne, donc entre qui va correspondre au ratio pour chacune des études individuelles. Le VI va correspondre, qu'on va mettre dans métaphore, va correspondre à la variance de chacune des études individuelles. Donc si on a récupéré 50 primaires étudies, il doit y avoir 50 valeurs de YI. Voilà, donc je retourne, désolé, ça prend un peu de temps, je me rappelle plus c'est si loin, à mon calcul, dans métaphore. Forcément, ça va être trop vite. Je ne maîtrise plus rien, désolé. Voilà. Donc ici, YI, c'est bien, mettons, si on a 50 primaires FI, ça correspond aux 50 valeurs de YI. VI, ça va correspondre aux 50 valeurs de variance. Ensuite, ici, on précise méthode FE, qui veut dire Fixed Effect. Donc ici, c'est le modèle théorique, c'est la façon théorique qu'on a choisi de faire. Et data, qui va correspondre au nom du jeu de données qu'on a utilisé. Donc voilà, autrement dit, ici, avec cette ligne de code, vous avez fait une méta-analyse. Donc, faire une méta-analyse, c'est relativement simple. Et ça peut se faire très rapidement. Donc, en fait, je vais dire 90% du temps, 90-95% du temps passé va être à constituer la base de données pour que la base de données soit relativement propre et nickel. Une fois qu'on a les bases de données propres et nickel, la réalisation de la méta-analyse est relativement simple. Voilà. Donc là, j'ai présenté de la façon la plus simple. Donc, c'est un modèle à effet fixe. Mais on va voir que finalement, c'est des conceptions théoriques qui sont relativement avec des hypothèses fortes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est souvent irréaliste de considérer que toutes les études proviennent d'une même population. Si je reprends mon exemple tout à l'heure, un exemple entre comparaison bio-conventionnelle, en fait, il est assez irréaliste de considérer que la différence de rendement entre bio-conventionnel est pareille entre les différents pays du monde. Elle peut être plus importante dans les pays où on met plus, on a une intensification plus forte. Et voilà, donc ça peut être une hypothèse, enfin, ça, à mon avis, c'est une hypothèse plus réaliste. Elle peut être différente entre les différents pays, entre les différentes cultures, etc. Donc, en fait, dans le modèle FFX, de faire l'hypothèse que l'effet est le même partout, c'est une hypothèse très forte qui, à mon avis, qui est difficilement tenable. Donc, en fait, pour ça, on a développé un autre type de modèle qui est un modèle beaucoup plus souple, qui permet de prendre en compte ces différences entre chacune des études. Donc, ici, ça va être un modèle à effet aléatoire. Donc, c'est un deuxième grand type de modèle, le modèle effet aléatoire. Donc, comme dans les modèles FFX, on considère aussi que chacune des primaires utilisées est associée à une erreur aléatoire. Donc, ça ne change pas. Mais simplement, on va rajouter un deuxième niveau et on va considérer que chacune des primaires utilisées avec une segmentation est associée à une population particulière. On permet d'avoir un effect size qui est différent entre chacune des primaires utilisées. Donc, je vais directement y aller graphiquement. À mon avis, c'est plus simple pour comprendre. Donc, j'ai remis sur la partie gauche du graphique notre modèle FFX que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ici, on va voir maintenant le modèle à effet aléatoire, donc Mixed Effect Model en anglais. Donc, ici, j'ai simplifié. Tout à l'heure, j'avais mis 5 points, donc il y avait 5 études. Là, j'ai simplifié, j'en ai mis que 3. C'est juste une question de représentation pour simplifier le visuel. Donc, on considère toujours qu'on a une réalisation, donc qui est ce qu'on récupère d'une primaire S10, qui va être, mettons, la valeur observée par des chercheurs qui étaient publiés. Donc, ça va être le point rouge ici. Voilà, donc on a la même chose pour l'étude ici 1, l'étude 3 et l'étude 5, donc nos trois cas d'études. Donc, on va considérer finalement que cette étude est différente par une erreur aléatoire du véritable effect size de chacune des études. Mais par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, on considère ici qu'il y a un véritable effect size pour chacune des études. Donc ici, ça va être la barre bleue. Donc voilà, donc ici, mettons, ça va être, je vais dire quelque chose, ça va être au pif, ça va être sur du maïs. Ici, ça va être sur du blé, et ici, ça va être sur du colza. Donc voilà, on considère que le trait bleu est différent entre ces trois cultures. Donc, c'est le premier niveau. Et donc, on va rajouter un deuxième niveau parce que nous, ce qui nous intéresse dans la méta-analyse, c'est de calculer un effet
moyen global à travers l'ensemble des cultures. Donc, on a quand même besoin d'avoir un effet global. Et donc, chacune des barres bleues ici va être différente de l'effect size, le mean effect global, donc la barre rouge, par une erreur. Donc ici, ça va être zeta 1, zeta 2 et zeta 3. Donc voilà, donc on a bien ici deux niveaux. On a l'erreur aléatoire, donc l'erreur de mesure associée à chacun des points expérimentaux. Et ensuite, on a zeta 1, zeta 2, zeta 3, qui va être la différence entre le véritable effect size pour chacune des études et le véritable effect size global. Donc ici, c'est un modèle qui est un peu plus complexe, on va rajouter un niveau de complexité, mais qui est beaucoup plus souple et qui peut être beaucoup plus réaliste à appliquer. Donc mathématiquement, ça s'écrit de cette façon-là. Donc ici, on commence à complexifier un peu. On a toujours θk chapeau qui représente l'estimation de notre effet, qui est égal à ici à mu plus deux termes de variance. Donc mu, ça va être l'effet moyen global. Donc mu ici est représenté, en gros, mu est égal à 10, c'est la barre rouge, je montre, mais on ne voit pas, il faut montrer la souris. Mu est égal à 10 sur le graphique. Ensuite, on a ici zk, donc ici qui va être la between study variance, donc c'est la variabilité entre les différentes études. Donc ici, si je représente mon graphique, ça va être la variabilité entre les différentes barres bleues. Voilà, les barres bleues ne sont pas toutes alignées, donc c'est qu'il y a des différences de valeur entre les différentes barres bleues. Et donc ici, zk, donc c'est une variable aléatoire on va considérer qu'elle suit une loi normale de moyenne 0 et de variance taux carré. Et ensuite, on a epsilon k, qui est notre erreur aléatoire, comme précédemment. Donc ça ne change pas par rapport au modèle FFX, par rapport aux toutes premières diapos que je vous ai présentées. Et epsilon k, qui, par défaut, comme c'est une notion de variance, on va aussi considérer qu'elle suit une loi normale de variance 0, de moyenne 0, pardon, et de variance VK. Donc voilà, donc en fait, la différence qu'on a rajoutée ici, c'est bien cette deuxième ligne, donc c'est zeta k, qui est la between study variance, donc la variabilité entre les études. Voilà, et donc cette différence va aussi entraîner des différences importantes pour la pondération. Je vous rappelle que dans la méta-analyse, on cherche à pondérer les études en fonction de leur précision. Donc ici, le terme de pondération va être un peu différent des modèles FFX. Ça veut dire qu'on va mettre 1 sur V carré plus θ carré, taux carré, pardon. Donc en fait, on prend tous les termes de variance et la précision va être estimée par tous les termes de variance. Donc ça, c'est par définition, autrement dit, c'est pas comme ça qu'on va dire, on ne réfléchit pas, c'est comme ça que c'est défini par les statisticiens, ce qui permet justement une pondération correcte dans le modèle à effet aléatoire. Voilà, et donc je répondrai aux questions, je lirai les questions tout à l'heure. Donc dans le package métaphore, encore une fois, c'est relativement simple et ça se fait relativement bien. En gros, en une ligne de code, on peut appliquer ce type de modèle. Et donc ici, ça va être toujours avec le package métaphore, la fonction RMA. On met aussi le YI, donc encore une fois dans mon exemple, les 50 lignes, les 50 expérimentations qu'on a récupérées, qu'on a mis dans notre jeu de données. On met les valeurs de ratio moyen, de ratio de ces 50 expérimentations, la variance associée. Ici, vous verrez qu'on n'a pas méthode est égale FE, comme tout à l'heure. Donc, FE, c'est-à-dire que les fixes effects. Donc, ici, c'est pas ce qu'on veut. On met méthode est égale REML, qui est une méthode d'estimation, justement, d'optimisation de calcul pour les effets, les modèles à effet aléatoire. Et on met toujours nos jeux de données. Donc, autrement dit, avec cette ligne de code, on a fait un modèle à effet aléatoire. Donc, ça peut être relativement simple. Voilà. Donc maintenant, je vais à un niveau de complexification plus élevé, parce que en fait, ce type de modèle aussi peut présenter des limites, et notamment une des principales limites que vous allez vite vous rendre compte, c'est on a souvent envie d'extraire plusieurs données par article. Si un article, une information individuelle est très riche et très complète, en fait, elle peut avoir présenté, elle va pouvoir extraire et présenter plusieurs informations très intéressantes. Et nous, on veut les extraire. Par exemple, ici, si je reprends encore une fois mon exemple bioconventionnel, l'expérimentation a pu présenter le rendement, le rendement en bio et conventionnel de différentes cultures, pour différentes régions, etc. Donc, en fait, la peut être très complète. Et nous, on veut extraire l'ensemble de ces informations. Or, si on fait ça dans un modèle à effet aléatoire simple, comme j'ai présenté, en fait, ça va biaiser un peu notre estimation globale, parce qu'en fait, comme ces différentes mesures ont été faites par un même chercheur,
Donc, en fait, elles sont plus proches entre elles que différents papiers entre eux. Donc, si c'est Robert et Al qui ont étudié justement, qui ont présenté les différences de colza, de rendement bioconventionnel entre colza, blé, etc., comme c'est Robert et Al qui l'ont fait, ils ont pu faire des erreurs systématiques, ils ont une façon de raisonner, et donc il est à mon avis intéressant de considérer que ces différentes mesures présentées par Robert et Al sont plus proches entre elles, pardon, que les différentes mesures que différentes études entre Robert, un autre chercheur et un autre chercheur. Donc il faut considérer que ces études sont plus proches entre elles. Et donc comment prendre ça en compte? Eh bien, on peut faire un modèle à 3 niveaux, donc three levels meta-analysis. Et donc ici, je vais le présenter aussi graphiquement. Donc ça, j'ai remis ici le modèle à effet aléatoire. Donc c'est exactement le même schéma que tout à l'heure. Simplement ici, on considère par exemple que, je reprends ma souris, que ces 3 points expérimentaux sont issus d'une même étude. Et comme j'ai dit, si elles sont issues d'une même étude, elles se ressemblent plus entre elles. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va complexifier un peu notre modèle théorique pour arriver à celui-là, que je vais expliquer. Tac, tac, non, c'est comme ça. Voilà, donc en fait, pour ce point-là, enfin ce point expérimental-là, qui en gros, c'est une étude où on a extrait simplement une donnée expérimentale, on ne change rien par rapport au modèle à effet aléatoire. Pareil pour ce point-là, où il y a une seule donnée pour le modèle aléatoire, ça ne change rien. Ça ne change que quand on a extrait plusieurs données pour un même article. Donc ici, ça va être le cas pour l'étude numéro 2 ici. Donc pour l'étude numéro 2 ici, on va voir justement ce type de représentation conceptuelle. Donc ici, on a 3 points expérimentaux relevés de l'article. Donc ici, qui est mon point jaune, mon point rouge et mon point bleu. Donc voilà, donc encore une fois, on va considérer qu'il y a une erreur aléatoire liée à la mesure. Donc ici, ça va être mon epsilon 21, epsilon 2.1, epsilon 2.2, epsilon 2.3. Et donc ça va me permettre de différencier ma mesure expérimentale de mon véritable effect size. Donc ici, le véritable effect size du point jaune, en fait, c'est celui-là. Mais comme on a fait des expérimentations, on a fait du mieux qu'on a pu, même toujours associé à un aléatoire, la valeur qu'on a obtenue, c'est celle-là. Et si on a été Dieu, on aurait obtenu celle-là. La même chose pour le point rouge. Ici, simplement, on voit qu'epsilon 2.2 est un peu plus grand. La même chose pour le point 3. Voilà, donc en fait, on a ici nos 3 valeurs théoriques qu'on aurait dû obtenir. On considère justement que ces 3 valeurs théoriques diffèrent de la valeur moyenne de l'article, donc ici de la barre bleue, par un zeta, donc une erreur liée à zeta. Donc ici, ça c'est la moyenne de l'article. La différence de rendement moyenne présentée par l'article, c'est la barre bleue. Et ici, les bords en pointillés, c'est les moyennes théoriques pour chacune des cultures, chacun des points expérimentaux. Donc, on a bien ici une erreur aléatoire, plus une erreur zeta de 1, zeta de 2, zeta de 3 par rapport à la moyenne théorique de l'article. Et donc ici, on a aussi, comme on veut calculer une moyenne globale à travers l'article, on a aussi un 3e type d'erreur qui est ici l'erreur entre la moyenne de chacun des articles, donc ici celui-là, celui-là et celui-là, et la moyenne globale qu'on veut estimer, qui est notre barre rouge. Donc cette erreur, c'est le zeta 3.2, zeta 3.1 et zeta 3.3. Donc ici, on a 3 niveaux de variabilité aléatoire. La première qui est l'erreur expérimentale, la deuxième qui est ici une erreur au sein de chacune des études par rapport au véritable effect size de chacune des études, et le point 3 qui est la différence entre l'effet estimé de chacune des études et le véritable effect size global. Donc d'un point de vue théorique, là ça se complexifie encore un peu niveau d'écriture. On a ce type d'écriture, donc θ k chapeau, donc notre estimation de l'effet, est égale au véritable effect size moyen global. Donc ici, je rappelle, c'est la ligne rouge ici, donc le 10, et donc ça, et les différents, justement, notre θ k chapeau est différent de cette véritable effet, justement, ici, non pas 2, mais 3 termes d'erreur aléatoire. Il y a toujours ici le epsilon jk qui est l'erreur de mesure, en gros, qui suit toujours ici une loi normale de variance 0 de moyenne 0 et de variance VJK. On a ici toujours notre zeta 2, si je me le tac, qui est notre variabilité entre les différentes études.
Donc, la variabilité entre les différentes études, je rappelle, ça va être une différence entre la barre bleue et la barre rouge, entre la barre bleue ici et la barre rouge, entre la barre bleue et la barre rouge. Voilà. Et ici, on a rajouté un terme qui est une variabilité entre within cluster, donc pour chacune des études. Et ici, je rappelle, c'est justement une différence ici, ce que j'ai matérialisé par les flèches rouges, différence entre la barre bleue pointillée et la barre bleue. Voilà, la barre bleue pointillée et la barre bleue. Voilà. Donc ici, on a bien 3 niveaux d'études, 3 niveaux de variabilité. Donc en fait, c'est un modèle qui peut mathématiquement paraître assez complexe, mais qui est relativement souple. En fait, on peut l'appliquer à plein de cas et intellectuellement, conceptuellement, il est très souple. Donc en fait, il correspond bien à la façon dont on a récupéré les données. Voilà, donc en fait, généralement, si vous avez récupéré plusieurs informations par étude, c'est ce type de modèle qu'il faut utiliser. Encore une fois, je présente la façon de rédiger dans le package métaphore, et encore une fois, ça va être, même si le modèle théorique derrière est relativement complexe, ça s'écrit super simplement dans R, c'est une ligne de code. Donc ici, on va utiliser la fonction RMA-MV, avec ici, comme tout à l'heure, on remarque, je reprends mon exemple de 50 études individuelles, on marque les ratios de 50 études individuelles ici par YI, le VI. La méthode, on reste sur la méthode REML, on a toujours nos jeux de données. La différence ici, c'est qu'on va introduire ce terme dans l'équation qui permet de représenter la variabilité, nos termes de variabilité aléatoire. Donc ici, on a mis un terme de variabilité ID au sein de papier. Donc ID, on va numéroter chacune des lignes. Et ici, quand on récupère plusieurs ID, plusieurs lignes par papier, on dit au modèle, effectivement, qu'on a récupéré plusieurs ID par papier. Et donc, en écrivant ça, justement, notre modèle va comprendre qu'il a besoin d'estimer, justement, ces 3 termes de variables aléatoires. Donc voilà, la façon de rédiger est relativement simple, mais c'est important, justement, de comprendre ce qu'il y a derrière cette écriture pour, justement, pas faire de bêtises. Voilà, donc ensuite, comme j'ai dit, donc là, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a choisi le type de modèle. Voilà, on a dit qu'on soit on va utiliser un modèle FF fixe, soit on va utiliser un modèle FF aléatoire, soit, oui, 30 minutes, ok, soit j'accélère un peu, soit on utilise un modèle à trois niveaux de variabilité, donc 3 levels meta-analysis. On va ensuite dire au modèle d'estimer les paramètres du modèle. Donc, quand on dit les paramètres du modèle, justement, ça va être le mu, ça va être le taux carré, ça va être taux 2 carré, taux 3 carré, V carré. Ça, c'est les paramètres du modèle. Donc ça, en gros, je fais confiance au modèle pour qu'il estime tout ça. On ne va pas entrer en détail. J'ai mis quelques diapos parce que en fait, c'est pas si simple. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez creuser un peu ces notions. Voilà. Ensuite, si j'ai le temps, oui, c'est un peu plus rapide la suite, c'est un peu plus aussi digeste. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'interpréter et de représenter le résultat. Donc, pour l'instant, je récapitule, on a fait l'étape 1, on a récupéré nos données, calculé les effect size pour chacune des primaires et subdivises. Ensuite, on les a combinés entre eux avec un modèle théorique qu'on a choisi. On a calculé l'effet moyen global, donc ça, c'est quand on applique le modèle. Maintenant, il faut représenter ces valeurs et interpréter les résultats. Donc, typiquement, on va obtenir ce type de graphique. Ce type de graphique, vous le savez maintenant, je le répète depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle un forest plot. Donc, forest plot comme ça. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est la façon traditionnelle de présenter les résultats de méta-analyse. Donc, on présente les différentes études qu'on a récupérées, pour être totalement transparent. Donc ici, étude 1 à 8, on aura plus de 1 à 50, voilà, l'ensemble d'études. On présente ici, dans notre cas, le ratio qu'on a calculé pour chacune des études, je vous rappelle avec la fonction scalc, et on présente aussi la précision de chacune des études. Voilà. Donc ensuite, ça, simplement, on affiche. Notre modèle, quand on applique le modèle, ça va permettre d'obtenir justement ce losange-là. Donc traditionnellement, l'effet moyen estimé, l'effet global estimé par une méta-analyse est représenté sur les forest plots par un losange. Donc ici, ça va être tac. Donc là, ça va être la petite dimension du losange va représenter l'effet moyen estimé. Donc dans notre cas ici, l'exemple fictif, eh bien l'effet moyen estimé est de 0,4. Voilà. Et ici, la largeur du losange va représenter aussi l'incertitude qu'on a sur cette moyenne. 0,42, pardon, je l'ai pas vu. Voilà. Donc en fait, ici, on sait que l'effet moyen global de notre étude se situe entre 0,28 et 0,56 et que la moyenne est égale à 0,48. Donc quand on a fait ça, on a présenté l'ensemble des informations qu'on a extraites des papiers et les résultats du modèle d'analyse. Voilà.
Donc ça, c'est un forest plot. À mon avis, on peut revenir dessus. C'est important de bien savoir interpréter ce forest plot. Donc un forest plot, encore une fois, dans le package métaphore, ça se fait avec cette ligne de code. C'est relativement simple. Voilà, forest du modèle. Donc ça, c'est le nom du modèle que j'ai utilisé. Donc ici, voilà, donc c'est dans R, c'est un objet. On met la ligne de code que j'ai mis tout à l'heure, on met dans cet objet, on fait forest de cet objet. Et voilà. Deuxième type de graphique, je le présente juste très rapidement, ce qu'on appelle les ORCAD plots. En fait, la difficulté de ce type de graphique, c'est si jamais on a 50 études, en fait, ça va devenir illisible. Parce qu'on a beaucoup trop de lignes, ça va devenir illisible, on va plus savoir un graphique très moche. Donc, en fait, une façon de la présenter, c'est simplement de focaliser sur les faits moyens. Donc, ici, ça fait le mid-effect et la barre qui correspond au losange de tout à l'heure. Et chacun des points ici va correspondre à chacun des points ici, des mid-effect size. Donc, c'est une autre façon de représenter. On est un peu moins précis parce qu'on ne représente pas la variabilité de chacune des études, mais qu'on a beaucoup de points, c'est une façon un peu plus simple de représenter les choses. Donc ça se fait, à mon avis, pas avec le package métaphore. Il faut utiliser le package ggplot pour faire ça. Voilà. Juste aussi, très rapidement, je reviens, on reviendra à mon avis un peu plus sur le TD. Donc ça, c'est les sorties brutes qu'on a quand on utilise le package métaphore et quand on a les résultats de notre modèle. Donc en fait, je reviendrai là-dessus sur le TD. Le mean estimate et le SE confidence intervalle inférieur et supérieur, c'est ça qui va correspondre à notre estimation justement du losange ou de notre barre ici. Donc, on reviendra dessus pour savoir comment l'interpréter correctement. En quelques minutes, si vous êtes, tu me laisses le temps, qu'à 5 minutes, je vais prendre un peu rapidement et on reviendra, à mon avis, un peu plus sur les questions, dans les questions dessus. Une fois qu'on a fait ça, faut prendre du recul sur nos résultats et une première façon de prendre du recul, c'est d'analyser le biais de publication. Donc, qu'est-ce que le biais de publication? En science, on sait qu'on a plus de chances de publier les résultats si les résultats sont significatifs. Si vous faites une étude et en fait que vous montrez qu'il n'y a pas d'effet, les journaux ne vont pas s'intéresser pour publier ça et en gros, vous n'avez jamais pu réussir à publier ça. Donc nous, quand on fait une méta-analyse, le problème, c'est qu'on va chercher l'ensemble des études qui existent, mais on ne va pas trouver celles où les résultats sont négatifs parce qu'on n'a pas été publié. Donc ça, c'est le biais de publication et c'est très gênant pour nous parce qu'en fait, quand on calcule un effet moyen global, l'effet moyen global va être en fait biaisé par le fait qu'on n'a pas toutes les études. Donc, si possible, il faut identifier s'il y a un biais de publication et deuxièmement, il faut essayer de corriger de ce biais de publication. Donc ici, on a des méthodes qui permettent d'identifier s'il y a un biais de publication. C'est ce type de représentation, par exemple, qu'on appelle un funnel plot, donc graphique en entonnoir, où on représente ici la moyenne calculée globale, donc ici notre mu, en gros le losange qu'on avait tout à l'heure, et on représente les différents points, les différentes expérimentations qu'on a récupérées. Donc en fait, d'un point de vue statistique, il devrait y avoir comme autant de points à droite qu'à gauche de notre mean effect size, le véritable effect size, on était Dieu, parce qu'en fait, c'est une variable aléatoire. On a autant de chances d'obtenir un effet plus important qu'un effet moins important lié à l'erreur aléatoire. Donc en fait, on va regarder ici si le graphique est symétrique. Donc si le graphique est symétrique, ça veut dire qu'il y a autant de publications qui montrent qui ont une valeur un peu plus faible que le véritable effect size, qu'une publication qui a une valeur un peu plus élevée, c'est bon signe. Donc ça, ce funnel plot s'analyse graphiquement, visuellement. Par contre, c'est compliqué de voir s'il est symétrique, s'il n'y a pas d'effet. Ici, a priori, je dirais qu'il est plutôt symétrique, il n'y a pas trop de problème. Mais en fait, comme j'ai dit, c'est compliqué de le voir. Donc pour cela, on a aussi la possibilité d'utiliser des tests. Donc ici, c'est des tests, des régressions de tests, qui permettent justement de tester statistiquement, et non pas visuellement, s'il y a un effet. Et en l'occurrence, je l'ai appliqué sur le jeu de données ici. Très rapidement, on va s'intéresser à la p-value. Donc ici, la p-value est inférieure à 0,05. Donc en fait, le test montre qu'il y a un biais de publication dans nos données. Donc ici, malgré les apparences, effectivement, il y a un peu plus de points sur la droite. Donc ici, il y a un biais de publication dans le jeu de données qu'on utilise. Et donc en fait, ici, une façon de visualiser ça, c'est d'utiliser la méthode Trim-on-Film, qui permet justement de créer des points virtuels, des expérimentations virtuelles qui auraient dû exister s'il n'y avait pas de problème à publier les données. Donc ici, c'est les points en gris clair. Donc ici, c'est les points estimés que notre méthode a estimés pour que le graphique soit symétrique. Donc, autrement dit, ici, dans ce sujet-là, donc c'est toujours l'exemple de Curti, donc sur
le réchauffement climatique, l'effet du CO2, en fait, on s'aperçoit, on peut dire, à la limite a posteriori, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a une quinzaine d'études qui n'ont pas été publiées parce qu'elles ne montraient pas les résultats qui étaient intéressants pour la recherche. Voilà. Voilà, je passe très rapidement sur cette diapo, je vous laisserai regarder en détail plus tard. Et ensuite, en 15 secondes, cette fois-ci, promis Joseph, une autre façon aussi de pas surinterpréter nos résultats, c'est d'analyser le biais géographique. Donc typiquement, ici, on peut faire des belles cartes du monde du nombre d'expérimentations, du nombre d'expériences qui ont été introduites, qui ont été incluses dans notre donnée. Donc ici, c'est un exemple fictif qu'on peut voir en TD. Donc si on a ce type de carte, en fait, il faut faire attention à interpréter nos résultats, parce que si typiquement, on n'a aucune donnée en Afrique, très peu de données ici, surtout les pays Chili, Argentine, etc., aucune donnée sur l'Indonésie. Donc en fait, nos résultats, on a beau avoir essayé de faire une méta-analyse globale, en fait, nos résultats, il est difficile de les interpréter pour les pays d'Afrique, pour les pays d'Indonésie, etc. Donc, il faut faire aussi attention à ne pas surinterpréter les résultats avec une analyse géographique. On peut aussi faire des autres études, donc ça je verrai en TD, et maintenant je vais laisser la place pour les questions, je pense. Oui, pas de question.